la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Un des grands personnages français, Jeanne d'Arc. Et aujourd'hui, Gérard Blier nous raconte l'épopée de Jeanne d'Arc. Oui, merci Yann. On va évoquer l'épopée de Jeanne d'Arc en la mettant en étroite relation, bien sûr, avec l'ensemble de la lutte que se livrent depuis pas mal de dizaines d'années les Français et les Anglais. À l'heure actuelle, les Français, indépendamment de toute considération politique, ont une certaine admiration pour Jeanne d'Arc. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Anglais admirent beaucoup moins Jeanne d'Arc, pour des raisons qui sont évidentes. Alors, où en sommes-nous ? Après le traité de Troyes, qui est une véritable catastrophe, 1420, eh bien, on va assister à un spectaculaire redressement français. Et Yann, il faut revenir sur les grandes articulations de la guerre de Cent Ans. En ne simplifiant pas trop, il y a 4 grandes phases, c'est-à-dire alternance de plus et de moins, c'est-à-dire pour la France et pour l'Angleterre, c'est-à-dire la première phase, l'Écluse, Crécy, Poitiers, avantage nettement à l'Angleterre, la France est au fond du trou, redressement spectaculaire dans la deuxième phase avec Charles V et du Guesclin, et la troisième phase, c'est évidemment Azincourt et tout ce qui suit, le traité de Troyes. Et alors la quatrième et dernière phase, c'est une phase de redressement, donc 2 phases de toute puissance anglaise, de domination anglaise, et puis 2 phases, à la suite de chaque période de domination anglaise, 2 phases de redressement. Et la deuxième phase va être décisive pour donner, dans la guerre de Cent Ans, finalement plutôt la victoire à la France. Alors donc, après le traité de Troyes, spectaculaire redressement. Et il faut associer immédiatement, comme vous l'avez fait, Yann, la personnalité de Jeanne d'Arc à ce redressement. Elle n'a pas été toute seule responsable de ce redressement, mais il y a fortement contribué. Vers la fin des années 1420, c'est-à-dire après le traité de Troyes, la situation des Français est catastrophique. La France est de fait coupée en 3. Elle est coupée en 3. C'est-à-dire que le nord du bassin parisien, la Normandie, le nord de la France sont sous la domination anglaise. En gros, le nord de la France. L'est de la France, sous la domination de qui ? Des Bourguignons. Alors les Bourguignons, le duc de Bourgogne, théoriquement, est un vassal du roi de France, mais il va de soi que, bien sûr, les Bourguignons font cavalier seul et ont beaucoup de sympathie pour les Anglais. Non pas qu'ils les aiment, mais à partir du moment où les Anglais n'aiment pas le roi de France, ça va de soi qu'il y a là une entente qui est presque obligatoire. Ça fait 2. Et la troisième partie de la France, alors évidemment, ça représente une assez grande superficie. En gros, c'est l'ouest et le sud-ouest, le sud de la Loire. Le sud de la Loire qui est tenu, alors, plutôt par les Armagnacs, qui sont proches du roi, et qui ne contrôlent, les Armagnacs, qui ne contrôlent que des régions relativement faiblement peuplées et qui surtout ne contrôlent pas, par exemple, la région de la capitale. Et c'est pour cela que le roi qui s'intitule le roi de France, on va y revenir dans quelques instants, par dérision, les Bourguignons et les Anglais l'appellent le roi de Bourges. Pourquoi ? Parce que le roi de France ne contrôle pas la région parisienne, il ne contrôle pas la Bourgogne, c'est le sud de la Loire, il réside à Poitiers, à Bourges. Enfin, par dérision, on l'appelle le roi de Bourges. Alors, ce roi, quel est-il ? Eh bien, c'est le fils de Charles VI, le roi aliéné, crise de folie, c'est Charles VII. Mais Charles VII, évidemment, vous voyez sa situation, Yann. La dernière fois, on a parlé du traité de Troyes. À la mort de Charles VI, tout naturellement, le traité de Troyes s'applique. Et les Anglais disent, on va l'appliquer ce traité. Et ce traité, vous le savez, avec le mariage de la fille de Charles VI et d'Henri V de Lancastre, eh bien, ce traité permet à l'Angleterre de revendiquer le trône de France. Pour les juristes, effectivement, ça tient debout. Une deuxième fois, l'histoire recommence. Pour la deuxième fois, les Anglais ont tout à fait le droit de considérer que le trône de France leur appartient. Alors, ça veut dire que, bien sûr, le pauvre Charles VII, qui est le fils de Charles VI, lui, naturellement, il refuse le traité de Troyes, il estime des arguties, il estime que ce traité ne tient pas debout, n'a pas à être respecté, et il considère qu'il est le roi de France. Oui, mais il est roi de France
pour seulement les gens qui sont avec lui, pour les Armagnacs, c'est-à-dire pour les Anglais et pour les Bourguignons. Ce n'est certainement pas Charles VI qui est le roi de France. Une situation donc tout à fait incertaine. Alors, les Anglais prennent le taureau par les cornes, comme ça ne se passe pas bien, pas d'une manière excellente pour eux, ils en veulent plus. À l'été 1428, eh bien, les Anglais, partant de leur base de la région parisienne, puisqu'ils contrôlent la région parisienne, ils foncent vers le sud et ils assiègent Orléans. Orléans, sur la Loire, qui a une position stratégique, passage du fleuve, et avec des fortifications, des bastides, des petits châteaux forts qui contrôlent le fleuve, qui contrôlent la ville. Importance stratégique. Commence alors quelle épopée? L'épopée de Jeanne d'Arc. Donc, en 1428, les Anglais ont pris l'offensive et donc sont à proximité d'Orléans. Ils mettent le siège devant Orléans et ils pensent bien très facilement donc contrôler l'ensemble de la ville et de ses bastides. Alors, Jeanne d'Arc, à ce moment-là, elle est pratiquement inconnue et elle commence son épopée. Je ne vais pas reprendre la jeunesse de Jeanne d'Arc, Don Rémy, etc. Ce n'est pas directement l'objet de nos conversations. Mais Jeanne d'Arc, qui explique qu'elle a écouté des voix, qu'elle a entendu des voix divines qui lui disent d'aller libérer le royaume de France des Anglais et qui lui disent de faire en sorte que le roi de France soit vraiment le roi. Et pour ça, que faut-il? Le sacre de Reims. Le sacre de Reims, on est au temps de la féodalité. L'Église est toute puissante. Le roi, tous les rois de France sacrés à Reims ont à ce moment-là une autorité, ont une validité qui est absolument extraordinaire. C'est le sacre qui fait le véritable roi. Donc voilà un objectif qui est très intéressant. Et alors, entrevue de Chinon, bien connu. Alors là, il faut tordre le cou à un vilain petit canard. Moi, j'ai appris, étant jeune, que Jeanne d'Arc, la preuve qu'elle avait une mission divine, elle n'avait jamais vu le roi. Il était habillé comme tous les autres courtisans, dans une grande salle, et elle est allée droit vers lui. C'est vrai que ça s'est passé comme ça, mais on sait maintenant que la veille, il y avait eu une réunion en tête-à-tête entre Jeanne d'Arc et puis donc le roi, le futur Charles VII. Bon. Alors, Charles VII écoute Jeanne d'Arc et il se fait tirer l'oreille. Charles VII se rendait bien compte qu'il avait intérêt à être roi de France, être sacré à Reims, mais battre les Bourguignons, battre les Anglais, pour lui, c'était évidemment quelque chose d'extraordinairement difficile et il pensait que cela coûterait cher à tout point de vue, en argent, en hommes. Donc, il hésite à donner de l'aide à Jeanne d'Arc. Mais comme Jeanne d'Arc est très persuasive, il se laisse faire, le roi, et il lui donne de l'argent, il lui donne des hommes, et finalement Jeanne d'Arc, en partant de la région de Chinon, va vers Orléans pour évidemment soutenir les Orléanais qui sont assiégés par les Anglais. Et Jeanne d'Arc entre dans Orléans le 29 avril. Alors là, en effet, c'est pas du tout comme le siège de La Rochelle de 1372. Les Anglais n'étaient pas plus nombreux que ça et le blocus d'Orléans n'était pas hermétique. Ce qui fait que Jeanne d'Arc peut entrer dans Orléans. Elle a un charisme incontestable, elle est accueillie évidemment comme la personne qui va sauver la ville et sur le plan du moral, évidemment, ça change beaucoup. Et alors, Jeanne d'Arc décide le 4 mai 29, voyez-vous, d'attaquer. Avec ses forces, avec ses troupes qui sont dans Orléans, elle va attaquer les Anglais qui veulent évidemment donc prendre la ville. Ce sont les troupes de Jeanne d'Arc qui prennent l'initiative. Alors, attaque française, il y a des combats féroces de part et d'autre de la Loire, mais les bastilles anglaises sont prises les unes après les autres par les Français. Et les Anglais finalement se replient. C'est évidemment une belle victoire défensive pour l'armée de Jeanne d'Arc, puisque Orléans est sauvée. À ce moment-là, les Anglais se replient et commencent à se demander mais quel est ce phénomène qui est à la tête des troupes françaises? Ils ne comprennent pas. Et alors là, à ce moment-là, je crois qu'il faut faire le point. Certains pas historiens, mais certains laudateurs de Jeanne d'Arc ont vu en elle un véritable génie sur le plan de la tactique, de la stratégie. D'après ce que l'on sait, il faut être prudent, bien entendu, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'était pas une tacticienne, elle n'avait pas la formation pour ça. Bon, ce n'était pas non plus une grande stratège, mais elle avait un enthousiasme tout à fait communicatif, elle avait de la fougue, elle avait beaucoup d'allant, et elle savait parler, exhorter ses hommes, et elle savait galvaniser les troupes. Et en plus, elle avait le sens du commandement. Et le fait que ce soit une femme, bon, ça faisait sourire au début les Anglais, très vite ils ont arrêté de sourire, mais le fait d'être une femme, ça fait que
très rapidement, elle a pu s'imposer avec les armes de persuasion que peuvent avoir les femmes, elle a pu s'imposer à des soudards qui avaient tendance au début à la regarder de haut. Alors donc, la victoire d'Orléans, c'est une victoire défensive, mais c'est un tournant. Et alors, donc, forte popularité de Jeanne dans la région et en France. Je vous ai déjà expliqué que les informations circulaient beaucoup plus vite qu'on pourrait le penser. En l'espace de quelques jours, quelques semaines ou plus, ce qui se passait d'important dans un coin du royaume, ça faisait le tour du pays. Donc, à ce moment-là, popularité de Jeanne en France, désarroi, grand désarroi et haine des Anglais face à un chef de guerre qui est absolument hors norme. Et alors, à ce moment-là, le moral des Anglais baisse dans la mesure où le moral des Français remonte grâce à Jeanne d'Arc. Et alors en juin 1429, au nord dans la Beauce, au nord d'Orléans, il y a une bataille tout à fait classique là, entre Français et Anglais, c'est la bataille de Patay, P-A-T-A-Y, et à la bataille de Patay, les Français sont vainqueurs, nettement vainqueurs, c'est une nouvelle défaite pour les Anglais. À Patay, à noter, Jeanne d'Arc n'est pas là. C'est une bataille classique entre chefs de guerre français et anglais. Alors à ce moment-là, le roi Charles VII, nous le retrouvons. Il suivait ça avec beaucoup d'intérêt. Son jugement change. Quand il voit les résultats formidables obtenus par Jeanne d'Arc au détriment des Anglais, à ce moment-là, il va évidemment la soutenir à fond. Et il lui donne d'autres moyens, il lui donne des troupes, et lui-même, il la rejoint. Et alors, sans qu'il y ait de grandes batailles, parce que les Anglais refluent, c'est une marche triomphale vers Reims, vers la cathédrale de Reims. Et à ce moment-là, le 18 juin 29, c'est le sacre, comme tous les rois de France avant Charles VII. Et alors, ce sacre par l'Église, qui était toute puissante, aussi bien en Angleterre, il n'y avait pas encore la religion anglicane, mais en Angleterre, comme bien sûr chez les Bourguignons, le sacre de Reims, c'était quelque chose d'important. Et du coup, Charles VII, enfin, il est bel et bien reconnu comme roi de France. Si les Anglais ne sont pas d'accord, en France, il est reconnu. C'est un moment extrêmement important. Mais alors, après Reims, les choses vont rapidement changer pour Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc entend continuer la lutte, parce que son objectif était double. Faire sacrer Charles VII, roi de France, c'est fait. Mais bouter les Anglais hors de France. Or, si les Anglais reculent, dans la partie nord du pays, ils sont encore là, ils sont toujours là. On n'en sort pas. Alors, Jeanne d'Arc veut continuer la lutte. Mais elle va échouer devant Paris et surtout devant Compiègne. Là, Compiègne, qu'elle essaye de prendre d'assaut, à Compiègne, elle est faite prisonnière, et la suite, on la connaît. Elle est faite prisonnière par les Bourguignons, qui la vendent aux Anglais, et les Anglais, avec un tribunal complaisant, Cauchon, à Rouen, la font condamner à mort, et elle est finalement, bien sûr, après un procès inique, monté de toutes pièces, artificiel, elle est exécutée. Alors, on peut s'interroger à ce moment-là sur l'attitude du roi de France, sur l'attitude de Charles VII. Charles VII, en effet, après son sacre, ça c'est factuel, il ne la soutient plus, ou très peu. Il ne l'aide plus, il ne lui envoie plus beaucoup d'argent, il ne lui délègue pas des troupes, etc. Elle est un petit peu livrée à elle-même. Où il est d'accord pour qu'elle continue, mais à ses frais en quelque sorte, sans qu'il s'engage. Comment cela s'explique-t-il ? Eh bien, Charles VII a une psychologie qu'on connaît mal, mais Charles VII n'est pas un vrai guerrier. D'autre part, on peut penser que pour Charles VII, compte tenu de la situation avant, être sacré roi à Reims, c'est inespéré. Et par conséquent, pour lui, l'objectif principal pour sa personne est atteint. Il ne voit pas la nécessité de continuer à combattre, quitte à subir de nouveaux Crécy, de nouveaux Azincourt. Par conséquent, donc, il retire son soutien massif à Jeanne. Bon, d'autre part, Jeanne, bien entendu, avait suscité par ses succès. C'était une femme. Beaucoup de courtisans du roi étaient, malgré les succès de Jeanne, ne comprenaient pas qu'on puisse faire confiance à une femme. C'est comme ça. Les mœurs de l'époque le voulaient. Et à ce moment-là, il y a des jalousies, des intrigues, et le roi Charles VII entend beaucoup de gens décrier Jeanne d'Arc, ce qui fait que le résultat est là. Charles VII ne va plus aider Jeanne d'Arc. Et le résultat, elle est abandonnée à elle-même. Et militairement, ça explique ses échecs à Paris, à Compiègne. Et on peut noter aussi que si Charles VII l'avait voulu, bon, peut-être que le procès de Rouen aurait pu être évité, ou en tout cas, peut-être n'y aurait-il pas eu de condamnation. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'argent, les rançons, etc., on peut utiliser le terme, arrangeait tout. C'est-à-dire que même avec des négociations souterraines, le roi de France aurait pu obtenir du roi d'Angleterre qu'il fasse arrêter les frais à Rouen et que Jeanne d'Arc s'en tire emprisonnée, etc., ou libérée, bon, peu importe. Et finalement, rien de cela ne s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de trace d'une aide quelconque de Charles VII pour sortir Jeanne de ses mauvais pas. Et je pense que
la conclusion que l'on peut tirer de ça, c'est que l'ingratitude, c'est peut-être l'affaire des rois. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.